Du coup, on se voit ce matin pour vous faire un retour sur l'escape game clé en main qui a été proposé par le CEPIAS Occitanie. Vous aviez été nombreux à nous demander une petite formation rapide pour vous éviter d'avoir tout le guide à refaire, avoir une petite synthèse du matériel. Et en fait, l'objectif final, c'est de vous proposer une boîte à outils avec les documents déjà un peu pré-rédigés parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'outils à construire en fait autour de l'outil qui est déjà censé être clé en main. Donc pour, juste revenir sur quelques petites notions, l'escape game normalement c'est OK à peu près pour tout le monde. C'est arrivé en France à peu près en 2018. Donc c'est des jeux en fait qui sont immersifs par simulation, où vous avez un petit groupe qui est enfermé dans une pièce et qui a un temps limité pour sortir, avec un scénario, global et en fait une résolution d'énigmes à faire pour pouvoir arriver à un objectif final. Par exemple, ce qu'on peut trouver en ville, c'est, voilà, vous êtes enfermé dans un temple égyptien. L'objectif, c'est de réussir à sortir en retrouvant une amulette et pour retrouver l'amulette, vous devez résoudre une série d'énigmes avec des mots fléchés, des cadenas, des choses à ouvrir et cetera. Et en fait, il y a des gens qui ont eu l'idée de génie de se dire: «Bah, ça pourrait être un super outil de formation parce que ça pourrait être une méthode pédagogique vraiment active». Ça rentre un petit peu dans tout ce qui est serious game, ce qui est très, très, très à la mode et bah, on pourrait même adapter ça pour la gestion du risque infectieux. Donc c'est ce qu'a fait le CEPIAS Occitanie. Au niveau des plus-values en fait de cette formation-là, il y a l'attractivité. Parce que c'est vrai que de toujours proposer des formations où c'est, passif pour les personnes qui la suivent, c'est toujours un peu compliqué. Avec les difficultés en fait de ressources humaines, c'est difficile d'attraper en fait les personnes que vous souhaitez former. Donc là, pour le coup, c'est souvent victime de son succès, donc c'était un très gros plus. Ça permet du coup une formation active avec un apprentissage qui est immersif, donc ça favorise en fait l'engagement des personnes que vous formez. Ça a un impact positif aussi sur la motivation des participants, avec un retour direct en fait des actions qu'ils mettent en place. Ça fonctionne par essai-erreur, et ça c'est très connu comme étant une très bonne méthode d'apprentissage. Ça permet à chacun aussi d'avancer selon son propre rythme, parce que vous verrez qu'en fait c'est en petits groupes, et ça permet aussi d'augmenter la cohésion d'équipe en même temps et d'améliorer la communication dans l'équipe. Donc, l'outil du CPS Occitanie, vous le retrouvez sur le lien qui est là. Au niveau du site, en fait, il vous propose du coup le guide complet avec tout le descriptif sur ce qu'est l'escape game, ce qui a été mis en place, les différents scénarios, le matériel nécessaire. Et vous avez à chaque fois, en fait, des diaporamas de débriefing qui sont proposés automatiquement par le CPS Occitanie. Et vous avez chaque scénario, en fait, qui est détaillé. Donc là, en fait, ce qu'ils conseillent, eux, dans leur guide, c'est de constituer des groupes de 3 à 5 participants maximum. La durée totale de l'escape game, eux, ont estimé ça à 45 minutes. Vous avez à chaque fois 5 énigmes avec des indices dans 2 pièces adjacentes. Donc pour créer l'escape game, il vous faut forcément 2 pièces qui soient adjacentes et vous avez 3 scénarios possibles. Vous avez la rougeole, vous avez la grippe et vous avez la gale et à chaque fois, le but, en fait, c'est d'identifier le risque infectieux pour les participants, de promouvoir, en fait, tout ce qui est précautions standards et précautions complémentaires et de renforcer aussi la culture de sécurité et la cohésion d'équipe. Mais on rentrera dans le détail juste après. Donc voilà comment a été formé l'outil. En fait, ils estiment qu'il y aura une étape de briefing qui est indispensable. Ça va vous permettre en fait d'attraper un peu les professionnels, de leur présenter voilà ce qu'est l'escape game, de leur remettre aussi en place quelques notions de sécurité. Par exemple, ne pas monter sur les tables, ne pas débrancher les prises, ne pas toucher aux ampoules parce que ça c'est des choses qu'on peut voir, qui est censé durer du coup 5 minutes avec une explication du scénario. Ensuite, vous avez une immersion estimée à 25 minutes, mais ça, vous allez voir que c'est un temps que vous allez pouvoir facilement moduler en fonction des indices que vous allez pouvoir et vouloir donner. Et ensuite, vous avez surtout l'étape de débriefing qui est très, très importante parce que c'est là où, en fait, vous allez appuyer quasiment toute la pédagogie. Donc, au niveau des scénarios, c'est toujours la même histoire. En fait, vous leur expliquez qu'à leur prise de poste, ils sont informés d'une situation de crise dans leur unité qui est relative à un problème infectieux, que l'inquiétude progresse car de nouveaux cas ont été très vite repérés et que vous craignez une épidémie dont l'origine n'est pas identifiée et que par mesure de précaution pour la population, ils ne sont plus autorisés à sortir de leur unité tant que le germe responsable et son mode de transmission n'est pas déterminé. Et donc, vous avez ça pour la grippe, pour la gale et pour la rougeole. Je vous ai fait un petit film, alors j'espère que ça va fonctionner, pour vous montrer parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, non, j'ai fait n'importe quoi. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça.
ça. Alors j'espère que vous allez entendre. Bon, je suis pas très bonne, youtubeuse, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez la vidéo? Ouais, on voit. Super. Alors voilà ce que donne la salle de Simi numéro 1. Donc, du coup, On entend le son ou pas, Pierre? Ouais, Bon, on super. entend. Un peu faiblard quand même. Ouais. On a Pourtant, je suis à fond. le fameux premier énigme avec. Alors je vais reprendre, c'est pas grave, je vais couper le son. Hop, Ça saccade. Hein. ça saccade. Même au niveau de la vidéo? Le son est très bien, la vidéo saccade un peu. OK. C'est pas grave, hop. Je vais reprendre à 0. Alors voilà ce que donne la salle de Simi numéro 1. Donc, du coup, on se trouve dans la chambre du patient. On a du coup le fameux premier énigme avec sur le bracelet d'identification un petit code qui permet en fait d'ouvrir une boîte. Dans cette boîte, il y a la clé qui ouvre en fait cette armoire-ci. On a avant tout les précautions standards qui sont rappelées. À l'intérieur de l'armoire, on a les 3 types de précautions, complémentaire contact, complémentaire air et complémentaire gouttelette. Dans la pochette des précautions complémentaires gouttelettes, en fait, on retrouve la clé qui permet d'ouvrir une valise. Et dans cette valise, on retrouve que les précautions complémentaires gouttelettes pour les mettre sur la piste, avec un calendrier vaccinal professionnel et une grille de mots fléchés qui leur permet en fait de déterminer le diagnostic du germe en question. Donc ça, c'est pour la première salle. Donc ce qui est très important, c'est de toujours bien identifier les endroits qui ne sont pas à démonter ou à fouiller avec des pastilles rouges. Ensuite, ici, du coup, on a la deuxième salle, une fois que la grille de mots fléchés est remplie, qui est la salle de soins, où en fait, on a d'abord dans un premier temps des pièces de puzzle qui sont un peu réparties et cachées partout dans la pièce et qui permettent en fait sur le recto d'avoir accès, une fois le puzzle réuni, à comment est-ce qu'on va rechercher un protocole sur la gestion documentaire de l'établissement, pour les sensibiliser un petit peu à aller rechercher par eux-mêmes les informations. Une fois que ce puzzle en fait est reconstitué, ils doivent glisser les pièces de puzzle dans le caisson pédagogique. Ce caisson pédagogique, une fois les pièces de puzzle remises à l'intérieur, quand on le retourne, en fait ça donne accès, encore une fois, à un petit code d'une trousse dans laquelle en fait il y a la clé de l'armoire de soins. Et dans cette armoire de soins, en fait, se trouve un classeur avec les schémas décisionnels à prendre. J'espère que vous avez entendu. Alors, hop. Du coup, La vidéo originale ne saccade pas. bon, super. Mais là, ça saccade. Ça a saccadé? Ouais, mais pas le son, donc en soi, c'était pas trop grave, quoi. De toute façon, on va reprendre. Par contre, du coup, j'ai perdu le PowerPoint, Pierre. Attends. Est-ce que tu l'avais mis tu l'avais téléchargé? Ici? Ah, il faut que je recommence. OK. Non, c'est pas grave. Donc, au niveau des énigmes, du coup, si jamais on reprend dans l'ordre, en fait, vous avez une première énigme où vous avez un mannequin qui est allongé sur le lit. Vous avez un bracelet à créer, un bracelet patient, où vous avez en fait le code du premier cadenas. Vous allez voir que si jamais vous n'avez pas forcément d'armoire qui se ferme à l'aide d'un cadenas, c'est possible de filouter un petit peu comme ce qu'on a fait en mettant en place des petites pochettes dans lesquelles vous mettez les clés en fait des armoires. Parce que c'est pas toujours facile de réussir à les fermer. Notamment avec tout ce qui est, chaîne et cetera. Parce que vous allez voir que c'est très important, en fait, de mettre en place un crash test parce que, parfois, vous estimez qu'il y a quelque chose qui est verrouillé au niveau de votre escape game et lorsque vous le faites faire par les participants, en fait, ils arrivent à contourner, en fait, les énigmes. Donc la première énigme, c'est de récupérer le code sur le cadenas du bracelet du patient pour réussir à ouvrir une armoire. Dans cette armoire, vous avez 3 pochettes
avec les trois types de précautions complémentaires, contact, air et gouttelette. En fonction en fait, du scénario que vous avez, si par exemple vous avez là, c'était le scénario pour la grippe, la clé de la prochaine armoire en fait est cachée dans la pochette des précautions complémentaires qui sont concernées en fait par le micro-organisme. Si vous faites le scénario par exemple sur la gale, la clé elle sera cachée dans la pochette complémentaire contact, etc., etc. Dans chaque pochette, vous avez la procédure de l'établissement, vous avez des photos de micro-organismes qui sont concernés également par les précautions complémentaires en question et d'autres documents annexes. Nous, on avait mis les calendriers vaccinaux parce que c'était en rapport avec la grippe, mais vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez pour enrichir les pochettes. Et en fait, ça les sensibilise sur le choix des précautions complémentaires à mettre en place en fonction du micro-organisme en question. Dans cette pochette, du coup, vous avez une clé qui permet d'ouvrir une valise. Dans la valise, vous n'avez plus que la pochette des précautions complémentaires qui est concernée par le micro-organisme du scénario que vous avez choisi. Par exemple, là, c'était la grippe. Vous aviez dans l'armoire, du coup, complémentaire air, contact et gouttelette. Dans la pochette précaution complémentaire gouttelette, vous aviez la clé en fait de la valise. Et dans la valise, à l'intérieur, vous n'aviez plus que des choses qui concernaient les précautions complémentaires gouttelette pour appuyer le fait que, bah voilà, on part sur un micro-organisme qui est concernés du coup par les précautions complémentaires gouttelettes. Ça permettait en fait déjà de commencer par les mettre sur la piste. Dans le guide en fait du CPS Occitanie, il vous propose toute une checklist d'idées en fait de documents que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et nous, on avait fait le choix de mettre en fait à l'intérieur aussi de la valise que les EPI qui étaient adaptés en fait aux précautions complémentaires qui étaient concernées. Donc on avait mis tout ce qui était masque, tout ce qui était chat, etc. Et en fait, dans la valise, du coup, vous avez plus que la pochette complémentaire qui est concernée du coup pour le micro-organisme en question. Et dans cette pochette, en fait, vous avez une grille de mots fléchés qui est cachée à l'intérieur et qui vous permet en fait de mettre en place le diagnostic. Donc la grille de mots fléchés, je vous l'ai mise un petit peu plus loin, mais vous verrez que elle n'est pas forcément toujours facile. Donc nous, on avait mis quelques indices. Une fois que ça s'est terminé, la grille de mots fléchés est à remettre en fait au maître du jeu. Et ensuite, vous pouvez passer en fait dans la deuxième pièce. Dans la deuxième pièce, c'est ce qu'on voyait sur la vidéo. Alors j'espère que vous aviez bien vu, sinon on la mettra en ligne sur le site. Il y avait des pièces de puzzle qui étaient cachées un petit peu partout. Et en fait, le fait de réunir ces pièces et de le mettre dans le caisson pédagogique était de retourner les pièces de puzzle. Ça permettait de voir avec la lumière UV, du coup, le code du cadenas du tiroir du caisson. Et dans ce caisson, en fait, vous aviez les transmissions de la nuit, la clé de l'armoire de soins. Et dans l'armoire de soins, en fait, vous avez le bon schéma décisionnel à prendre pour pouvoir réussir à gérer l'épidémie et à sortir de la pièce. Donc, au niveau du matériel nécessaire, si on résume, il vous faut un mannequin, un cadenas à clé, au moins 2 cadenas à code qui soient assez solides, une valise de petit gabarit parce qu'il faut qu'elle puisse rentrer en fait dans votre armoire, une armoire qui soit fermable avec un cadenas ou une clé, une armoire de soins qui soit fermable avec un cadenas ou une clé, un caisson de bureau qui soit fermable également, un PC portable pour pouvoir mettre le timer aussi, parce que c'est important qu'ils aient un regard en fait sur le temps qu'il leur reste. Un caisson pédagogique et un stylo à encre invisible pour pouvoir faire en fait les pièces de puzzle. Donc ça a l'air d'être beaucoup comme ça en termes de matériel, mais au final, même si vous avez une armoire qui est pas fermable à clé, il y a toujours moyen de contourner en fait avec des chaînes ou avec des petites trousses. Enfin, il y a toujours moyen de réussir à s'arranger. Donc ça, c'est pour les trousses. Nous, ce qu'on avait rajouté en plus, c'est que, au niveau de la grille, en fait, lorsqu'ils doivent passer d'une pièce à l'autre, on avait ajouté un petit mot, en fait, écrit au stylo invisible aussi, en mettant, une fois la grille terminée, glissez-la sous la porte. Et en fait, dans la valise, il y avait une petite lampe à UV et en fait, ils devaient éclairer pour savoir ce qu'ils devaient faire, en fait, de la grille de mots fléchés. Au niveau des préparatifs, du coup, il faut créer les pièces de puzzle. Il faut, créer tout ce qui est pochette avec les procédures à imprimer, les micro-organismes de chaque précaution complémentaire et en double pour les précautions complémentaires qui sont concernées par le micro-organisme du scénario. Donc, je vous conseille de faire un listing, en fait, avec tous les documents que vous devez imprimer. Vous devez faire les étiquettes pour les salles parce qu'il fallait identifier, du coup, la chambre patient et la salle de soins et imprimer plusieurs grilles de mots fléchés, surtout si vous faites plusieurs sessions. Et j'ai oublié de vous mettre d'ailleurs là qu'il faut aussi, créer le bracelet, du coup, patient. Mais ça, c'est qu'une seule fois. J'ai fait un tuto pour, faire une petite vidéo pour la construction de l'escape game et pour la mise en place qui soit plus claire. Ce sera plus simple pour vous. On mettra tout sur le site dans une sorte de boîte à outils, du coup.
Donc, pour la mise en place générale de l'escape game, ce qui est important, c'est de pouvoir situer en fait la formation d'un point de vue institutionnel si vous êtes en équipe opérationnelle d'hygiène. Et si jamais vous êtes en en EMH, ça va être important en fait d'inclure tout ce qui est direction et tout ce qui est IDEC ou MEDCO dans la formation, parce que ce qui va être très important, à part le choix du scénario et des salles, c'est d'identifier aussi le rôle de chaque intervenant, parce que vous verrez que lorsqu'on fait plusieurs sessions, c'est assez fatigant, c'est assez chronophage et vous formez au final que peu de monde à la fois. Même si vous les formez bien, vous formez au final que peu de monde à la fois. Donc il y a toujours un maître du jeu. Nous, on avait une salle de simulation qui permettait en fait d'avoir une vision extérieure avec des caméras et avec une interaction, mais il est largement faisable de rester en fait dans la salle avec eux en disant: «Je reste dans la salle avec vous juste pour surveiller ce qui se passe» et pour pouvoir bien entendre aussi les échanges, parce que c'est très, très important d'entendre ce qui se dit pour le débriefing et ça permet de comprendre aussi les relations qu'il existe entre les professionnels. Mais il y a aussi tout ce qui est côté installation du matériel et tout ce qui est côté aussi facilitateur du jeu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la pièce, lorsque vous voyez que ça patauge un petit peu, vous pouvez leur donner des indices. Et ça, c'est pareil, ça va être très important à mettre à anticiper, c'est-à-dire combien de temps je dédie à l'escape game et du coup combien de temps je laisse par énigme. Ensuite, il faut lancer les invitations et faire une campagne de communication pour attirer un maximum de monde, en sachant que nous, on avait essayé d'augmenter le nombre de participants par rapport à ce qui était conseillé dans l'outil du CEPIAS Occitanie. On avait fait jusqu'à 9 participants et en fait, c'était trop. Lorsque vous prenez trop de participants à la fois, en fait, le risque, c'est qu'il y en ait qui regardent et qui soient spectateurs sur le côté. Du coup, ils sont pas actifs, ils ont pas suivi les énigmes et il y a ça part dans tous les sens. Donc du coup, nous, on conseillait plutôt 7 participants maximum. Après, ça dépend évidemment de la disposition de votre salle et de la place que vous avez à l'intérieur. Au niveau du matériel à prévoir, toujours faire votre listing, mais ça on en reparlera tout à l'heure et toujours réaliser une session test aussi, par exemple avec l'IDEX, si jamais vous arrivez à lui trouver un petit créneau, pour être sûr que tout soit bien verrouillé, en fait, dans votre escape game. Il faut préparer aussi le briefing, le debriefing et les documents qui sont associés. Et nous, en fait, on avait essayé du coup de faire les 25 minutes de jeu et en fait, c'est un petit peu trop court, ça leur laisse vraiment pas le temps de réfléchir. Donc pour le coup, on avait fait 45 minutes de jeu au total et on avait fait 15 minutes de briefing et 15 minutes de débriefing. Donc au niveau du petit conseil, du coup, c'est toujours de faire votre checklist du matériel qui est nécessaire par salle, de faire le crash test avant, ça c'est vraiment obligatoire, de bien anticiper la gestion du temps que vous vous laissez par énigme et que vous leur laissez. De faire qu'un seul groupe à la fois aussi parce que, on m'avait demandé: «Est-ce que c'est possible de lancer 2 groupes sur 2 salles différentes si jamais vous arrivez à bloquer par exemple 4 salles sur une matinée?» Ça, c'est un petit peu compliqué parce que l'important pour vous aussi, ça va être d'entendre les échanges entre les participants. Parce que c'est là qu'on se rend compte de leur raisonnement. On entend des commentaires qui des fois sont à revoir, à reprendre avec eux lors du débriefing. Donc c'est vraiment très important d'entendre les échanges entre eux. Le briefing doit vraiment être solide et entraînant parce que c'est ça qui va faire votre accroche. Il est important de rappeler les consignes de sécurité et le débriefing, c'est vraiment ce qui va appuyer en fait le côté, formation, avec tout ce qui est rappel de procédure, tout ce qui est documentation. Ce que je vous propose dans la boîte à outils, c'est de vous mettre du coup les briefings qu'on avait fait du coup, au centre hospitalier de Roubaix et le débriefing qu'on avait fait derrière, sachant que à chaque fois votre, briefing et votre débriefing sera adapté en fait en fonction de l'établissement dans lequel vous allez intervenir. Il faut faire une checklist pour le rangement, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez installer votre escape game, vous allez commencer par la fin de l'escape game et vous allez remonter petit à petit. C'est-à-dire que c'est la dernière clé que vous allez commencer à ranger, le dernier cadenas que vous allez commencer à verrouiller et ainsi de suite. Et ça, c'est bien de faire une checklist parce que si jamais vous arrivez à la fin et que vous avez oublié de mettre une clé quelque part, vous allez devoir refaire tout l'escape game dans le sens inverse pour pouvoir réussir à remettre votre clé au bon endroit. Donc de faire une checklist à l'envers, ça permet de vraiment anticiper, les bons éléments au bon endroit parce que si à un moment il leur manque quelque chose, au niveau du déroulement de votre escape game, ça posera problème. Le matériel, il vaut mieux que ce soit solide parce que vous allez voir qu'il trifouille beaucoup. Par exemple, la valise, c'est quasiment sûr que, au niveau de la fermeture, il faut quelque chose quand même de sympa. Plastifier les éléments aussi parce que du coup ça passe de main en main, ça s'abîme et tout ce qui est, cadenas aussi parce qu'ils ont déjà réussi par exemple les cadenas à code à les ouvrir sans le code. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu.
Donc là, c'est pour vous reprendre du coup ce que nous, on avait fait au niveau du centre hospitalier lorsqu'on l'avait mis en place. On avait repris chambre par chambre en fait ce qu'il fallait, les énigmes, etc. Et tout redérouler en fait le scénario complet. Mais si vous voulez, ça, on pourra vous le mettre à disposition. Et ça, pour vous donner une petite idée, en fait, c'est la grille qui était présente au niveau de la valise. Donc vous voyez, il y a à chaque fois les symptômes, le signalement, la prévention, le diagnostic. Et ce qui était un petit peu compliqué pour eux, c'est qu'il y avait un petit 1 et un petit 2. Et dans l'outil du CPIAS Occitanie, il n'y a pas d'indice en fait devant le petit 1 et devant le petit 2. Donc trouver le mot masque, ça allait à peu près. Trouver le mot solution pour solution hydroalcoolique, c'était un peu plus compliqué. Du coup, le postulat qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en fait dans la valise un masque et une solution, la même valise dans laquelle il y avait cette grille de mots croisés. Et on avait mis un petit indice, ce sont des choses qui sont indispensables pour vous dans la gestion de l'épidémie et ils se trouvent dans la valise. Et du coup, ça leur avait donné un petit indice. Et nous, on avait enlevé en fait la partie basse là, de la grille en disant qu'une fois la grille remplie, passez à la salle suivante. Et on avait rajouté en fait en écriture invisible, une fois la grille remplie, glissez-la sous la porte pour accéder à la seconde salle. Et on avait mis une petite lampe à UV dans la valise. Mais ça, encore une fois, c'est vous en fait derrière qui pouvez adapter en fonction du matériel que vous avez et du comment vous comptez faire passer les participants d'une salle à une autre. Donc, reprendre à chaque fois l'intégralité des éléments avec une checklist, c'est vraiment important pour être sûr de ne rien oublier parce que vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. Mais une fois que c'est mis en place, normalement, ça ne bouge plus. Donc, c'est pas mal de prévoir plusieurs sessions, par exemple, sur une même semaine. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait demandé aux participants de s'inscrire pour éviter de ne pas avoir trop de monde. Et une fois que les créneaux étaient verrouillés, à 6 personnes, c'était bloqué et on avait fait ça sur une semaine, une fois par après-midi. Mais il faut être capable de verrouiller 2 salles adjacentes pendant une après-midi. Donc nous, ce qu'on a retenu de l'escape game, clé en main là, c'est que c'était assez rapide à mettre en place. Nous, en une dizaine de jours, tout était fait. On avait eu un excellent retour des participants forcément. Il y avait une excellente richesse en fait des échanges entre eux parce qu'ils réfléchissent à voix haute. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours acquises. On se rend compte du coup aussi des axes d'amélioration et ça nous permettait aussi de voir un petit peu le relationnel parce que nous, en fait, on avait mélangé, tout ce qui était aide-soignant, infirmier et cadre de santé et c'est là, en fait, qu'on se rend compte, par exemple, que la cadre de santé va beaucoup s'appuyer sur l'infirmière, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit la cadre de santé qui soit capable de dire: «Bah, voilà, si, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela». Enfin, du coup, ça nous permettait vraiment de comprendre, en fait, comment fonctionnaient les équipes. C'est assez facilement modulable. Nous, on avait fait, par exemple, un petit, topo dans le débriefing sur la certification. On avait rappelé, en fait, l'identité-vigilance dans la certification et on avait rappelé les items qui concernaient le risque infectieux dans la certif. Donc ça peut servir de socle de création, très facilement. C'est assez modulable. Il y a un questionnaire de satisfaction qui est déjà prévu dans l'outil. Donc si jamais, vous voulez avoir des retours, c'est possible. Par contre, ce qui était un peu plus compliqué, c'est que les sessions en soi sont chronophages. Il faut prévoir au minimum 1 heure et quart par session, si jamais vous voulez leur laisser le temps de réfléchir, et cetera. C'est assez fatigant parce que vous parlez beaucoup, surtout pour le débriefing. Il faut toujours être à l'affût de ce qui est fait, de les recadrer, de leur donner des indices et vous formez au final que très peu de professionnels par session. Par contre, une fois que c'est fait, souvent c'est vraiment ancré, tout le monde s'en souvenait bien. Par contre, il y a l'évaluation des connaissances a posteriori n'avait pas été proposée. Du coup, on s'était dit, à la rigueur, on pourrait proposer à une semaine un questionnaire, par exemple, sur ce qui avait été dit pendant le débriefing pour voir si les connaissances avaient bien été appuyées. Et les énigmes pour la gale, la grippe et la rougeole sont toujours sur le même scénario. C'est-à-dire que vous avez toujours le bracelet avec le code, vous avez toujours les 3 pochettes, vous avez toujours une grille de mots fléchés et derrière le puzzle. Et du coup, même si les précautions complémentaires ne sont pas les mêmes, même si les schémas décisionnels ne sont pas les mêmes, vous avez quand même la même construction globale des énigmes. Donc, si vous voulez faire plusieurs fois le même escape game dans un même établissement, si les participants ont déjà fait le jeu, ça reste pareil. Donc, si jamais vous avez envie d'en savoir plus et si jamais vous êtes même motivé pour créer un escape game, il y a eu un webinaire Matisse qui a été fait parce qu'il y a aussi le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté qui propose un outil d'escape game clé en main.
il y a tout dedans sur ce webinaire et il vous propose même des sites où vous pouvez avoir en fait des aides pour la création d'outils pour les escape games. Donc si jamais vous voulez à un moment, faire d'autres activités que, le fait de devoir faire le puzzle et une grille de mots fléchés, si vous voulez faire des j'en sais rien, des sudoku, on peut imaginer tout un tas de trucs, vous avez des sites en fait qui vous permettent déjà de créer vos outils. Donc ça, c'est possible aussi. Mais de créer un outil de toute pièce, c'est forcément encore plus chronophage que de mettre en place l'outil clé en main du CPIAS Occitanie. Donc voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place une petite boîte à outils avec un diaporama de briefing, avec la checklist du matériel à prévoir, la checklist du montage à l'envers pour pouvoir remettre la salle en état après chaque session, et un diaporama de débriefing, plus un petit tuto vidéo. Comme ça, vous aurez vraiment tout pour gagner du temps au niveau de la mise en place de cet outil. Donc voilà pour, la présentation. C'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte, quand on présente, la réalité. J'espère que la vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair, même si j'avais filmé ça un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir. Mais voilà. Du coup, je sais pas s'il y a des questions et je vous remercie pour votre attention. On les a perdus. Oui, je crois aussi. Bah, en Il y a tout cas, Caro qui avait vécu l'escape game entre deux. c'est vachement intéressant. Moi, j'ai encore du mal, mais je suis pas très joueuse dans la vraie vie, donc j'ai encore un peu de mal à À projeter. ouais, 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 ouais. En Bah, vrai, après c'était super s'il sympa. est clés en main, voilà, mais si je devais en inventer un, je crois que j'aurais vraiment du mal. Non, je suis pas c'est pas dans mon c'est pas dans j'ai pas les cases, je crois. Bah, dans le webinaire, Mathis, ils reprennent un petit peu le comment on Ouais, faut on que je le peut regarde, faire j'ai pas un regardé. truc, et il est génial en plus ce webinaire. Franchement, pour le coup, bah, c'était fait avec du coup le CPIAS Occitanie et le CPIAS Mmh. Bourgogne-Franche-Comté et il réexpliquait un peu comment on partait de zéro pour faire un escape game, ce qu'il fallait vraiment anticiper, ce qu'il fallait prévoir. Mais là, c'est vraiment, Mmh. un peu plus chronophage forcément. Mais par Bah, contre, oui. pour le coup, c'est un outil hyper enrichissant à la fois pour les participants parce que du coup, c'est un truc actif. Ça les attire forcément parce qu'ils passent un bon moment en plus de ça, hein, on va pas se mentir. Et le fait de proposer ça comme formation, c'est que ça permet vraiment, nous, d'avoir en fait une participation directe aux échanges parce que comme ils sont pris dans le jeu, en fait, ils pensent à voix haute et ils oublient Mmh. presque qu'on en est là, quoi. Ouais, ouais, Qu'on les je vois tout à écoute fait le genre. Oui, oui, je vois très bien. et du coup, ça nous permet vraiment de soulever des piliers. Des fois, on a des réflexions, on se dit: «Ah oui, donc ça, en fait, c'est vraiment pas acquis» ou alors: «Oh bah tiens, c'est curieux comme façon de raisonner, j'aurais jamais pensé qu'ils en étaient là». Enfin, du coup, même pour nous, c'est hyper, hyper, hyper enrichissant, quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas mal et puis, pour le coup, pour l'attractivité, Ouais. c'est vraiment un très, très Le gros le plus. seul écueil, c'est le nombre de personnes formées, mais bon, après Voilà, ça c'est va le ça. faire. Mais en Mmh. fait, après, des fois, tu vas proposer une formation passive, tu vas Mmh. avoir 30 personnes, en webinaire, il y aura personne qui va écouter. Oui, Là, je tu suis en auras d'accord. 6 où tu es sûr que tu que Tu vas tu ancrer des choses plus que tu profondément. ancres, Oui, non, non, mais plus profondément, quoi. j'entends bien. C'est pas parce que tu as 50 personnes que tu as 50 personnes C'est formées. ça. On est bien C'est ça. d'accord. Je ne suis pas naïve à ce point-là. Voilà, donc Ouais, du coup, non, effectivement. c'est Bon, bah, vraiment un bon écoute, hein. outil. Bon, bah, Voilà. super. Et est-ce qu'il y a comment un serious game sur les précautions standards ou c'est que sur des Non, alors je crois que de mémoire, le module, contagion de Bourgogne-Franche-Comté, c'est pareil, c'est sur un micro-organisme. Je ne spoilerai pas. Mais par contre, non, il y a les 3, c'est que sur les précautions complémentaires. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était basé en fait, justement, sur la richesse des échanges. Par exemple, faut mettre des gants. Du coup, on a pu reprendre l'indication des gants dans les précautions standards. On avait mis les précautions standards, en fait, dans la pièce, dans la première salle, dans la chambre des patients. Ça a permis, en fait, de rebondir dessus quand même pendant le débriefing. Donc ça, c'était plutôt pas mal lorsqu'on avait entendu aussi des choses sur le port du masque FFP2, sur le port du masque chirurgical. En fait, en débriefing, on relançait ça. Donc
c'était plus axé précautions complémentaires, mais on pouvait quand même reprendre les précautions standards sans difficulté. C'est les Sans précautions aucun problème. complémentaires aux précautions standards. Donc finalement, tu peux y revenir tout le temps en Voilà, c'est disant, ça. enfin, c'est vrai que normalement, on rappelle toujours. C'est ça. Nous, Oui, dans ça notre. fait un point Ouais, d'entrée et au moins sur une pathologie particulière, ça permet peut-être de les accrocher un peu plus ou de leur parler. Parce que ouais, comme les précautions standards parlent finalement pas tellement aux gens, enfin, clairement, hein, c'est toujours ce dont on se rend compte finalement, c'est que ce fameux standard, il est toujours pas passé dans les mœurs. Alors ouais, que si tu ouais. pars d'un micro-organisme, tu peux reglisser vers. C'est ça. Et puis, Ça, c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Ça on vient se avait mis rajouter. plein de pays en fait dans la pièce. On avait mis des surblouses, des charlottes, des surchaussures. Enfin, Des franchement, on les avait surchaussures. noyées et ça permettait vraiment de reprendre chaque pays en fait et de recaler les précautions standards, les précautions complémentaires. Et même si là, par exemple, c'était que sur les gouttelettes, on pouvait rebondir sur l'air, sur les précautions complémentaires contact. Enfin, au final, c'était quand même à partir des échanges, c'est assez facile. Mais le débriefing en fait est hyper important. C'est là où il y a tous les messages et où il y a tout ce qu'on veut transmettre et tout ce qu'on veut appuyer en termes de pédagogie qui sert. Et une de nos craintes, c'était que les gens se prêtent trop au jeu et que derrière le débriefing, il soit un peu trop dissipé. Mais au final, comme c'est à faible nombre de participants, ça se gère assez facilement. C'est quand même correct. Alors moi, Donc je trouve ça voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors moi je trouve ça intéressant. Vendredi dernier, j'ai participé déjà à un escape game en pharmacie avec Albert, notre petite pharmacienne avait construit sur l'Omédite, a sorti aussi un escape game sur Never Event et c'était super intéressant. Et on était à 4 et il faut être quand même à 4 parce que les énigmes c'est pas toujours facile à trouver quand même. C'est vrai. Mais pas plus parce que c'est vrai qu'après tout le monde un peu dissipé. Mais c'est super intéressant et on se prend au jeu. Donc, c'est une très, très bonne idée. Oui, c'est sûr. Non, franchement, vraiment, le côté pédagogique pour la formation, c'est une pépite comme, Ouais. Et comme puis, c'est une autre outil. façon d'aborder formation. Et c'est vrai que dans les EHPAD, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à libérer. Donc, si on peut C'est ça. former quelques personnes. Alors, c'est vrai que c'est chronophage parce que, pour le coup, on devra réinstaller à chaque fois les pièces et autres. Mais non, ça peut être très intéressant. C'est Never Event Enigma, ce dont tu parlais, Non, Marie-Hélène? c'est l'Omédite c'est un qui a autre? fait. Ouais, c'est l'Omédite qui a fait. Parce que là, il y a un truc de l'Omédite Pays de Loire sur les Never Events. Ouais, c'est super intéressant, c'est chouette. Très bien. Ouais. Ok. Après, il y a plein d'escape games différents. Je sais même dans des centres hospitaliers, il y a eu pas mal de retours sur expérience qui ont été faits. Je pense à Elodie Béclin qui avait mis aussi en place un escape game. En fait, il y a plein d'idées, quoi. Enfin, vraiment, pour les énigmes en soi, il y a plein d'idées. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que le temps, du coup, est compressible, là, pour le coup, parce que plus on veut que ça aille vite, plus vite et plus rapidement on leur donne de l'aide pour résoudre les énigmes. Enfin, du coup, c'est quand même pas mal comme outil. Enfin, vraiment, pour le coup, nous, on avait été ravis et les retours avaient été vraiment excellents, quoi, de la part des participants. Donc voilà. Donc, les outils seront mis en ligne quand? Alors, bonne question. Au plus vite, au mieux. Je pense que d'ici mi-septembre, fin septembre, D'accord. grand max, ce sera mis en ligne. Au moins pour les outils, peut-être pas la vidéo, mais au moins les outils papier. Ce serait l'idéal. Ok. Au fin septembre. Voilà. Du coup, si vous n'avez plus de questions, encore désolée pour le retard du coup au démarrage. Et puis on se voit du coup à la prochaine réunion en octobre, si je dis pas de bêtises. Début octobre. Oui, c'est ça. C'est pas le 7 ou 6 ou 7 par là, je sais plus. C'est le 7, ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 7 octobre. Ok. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour cette information. C'était très bien. Il n'y a plus Super. qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à. Surtout si jamais vous avez des questions sur la mise en place, n'hésitez pas à nous appeler. Ce sera peut-être plus simple d'avoir tout de suite un retour d'expérience immédiat plutôt que de vous lancer tant qu'on peut aider. Nous sommes là pour ça. Voilà, Merci bonne beaucoup. Bonne journée. journée. Bonne Bonne journée journée à tout le tous. monde, à À bientôt. bientôt.